Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 7 fait de briques et de broc, je vous l'avais dit. Et tout d'abord, désolé pour le retard à l'allumage de l'épisode 6, ma vidéo ayant honteusement été censurée pour une question de droit. Mais avouez qu'une chronique sur AC/DC sans musique d'AC/DC, c'est un peu comme un éclair sans crème pâtissière, c'est creux. Je vous laisse donc avec un bêtisier qui, je suis sûr, va plaire à beaucoup d'entre vous, c'est tellement marrant de se moquer des autres, et une séquence que je n'avais pas pu mettre faute de place dans Zulu, peut-être aussi était-elle un peu trop décalée, c'est possible. Ce sera à vous de me le dire. Blablabla. Fallait que je tourne, hein. Oui, mais du coup, j'ai hésité, je t'ai pas pris Célic et son étrange domaine. Côté charme, Nancy Novak, qui joue Médée. Côté charme, Nancy Novak, qui joue Médée, et qui sera aussi... Alors là, on fait un essai, tout va bien, nickel, je me mets comme ça, plutôt comme ça, tac, et là on aura... Ok. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va faire parler la foudre. Merde. Vous l'avez pas. Et figure... Exaspache. Bonsoir et bienvenue dans le moment culturel de cette chronique sur le film Zulu. Veuillez me pardonner, j'étais en train de lire Platon et son ornithorynque entrent dans un bar de Thomas Cathcart et Daniel Klein, où la philosophie expliquée au nul par les blagues. C'est désopilant. Bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos Zoulous, bien que la plupart exhibent fièrement sur leurs épaules des peaux d'ovidés. Il faut dire que c'est bien moins cher que le guépard et les moutons courent moins vite. Nous l'avons vu, les soldats de sa gracieuse majesté, God Save the Queen, se sont fait atomiser à Isandlwana. Et l'héroïque résistance de Rorke's-Drift, au centre du scénario du film Zulu, n'a pas réussi à effacer complètement la précédente et cuisante défaite. Mais il y eut pire, et peu de gens le savent, hormis les personnes bien nées, comme moi, bien évidemment, et quelques autres, cela va sans dire. Le 1er juin 1879, donc 5 mois après le début de l'invasion, l'héritier de l'Empire français en exil à Londres, le prince Eugène Louis-Napoléon Bonaparte, excusez-moi, je reprends un peu mon souffle, fils de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, quatrième du nom donc, tombe sous les saguets mortels des fiers guerriers du roi Sétéroyot. Mais qu'allait-il donc faire dans cette galère, me direz-vous ? Bonne question qui mérite une petite enquête. Exilé en Angleterre après la défaite de son paternel Napoléon III à Sedan en 1870, attendant son heure, il s'ennuie ferme pour ne pas dire qu'il s'emmerde grave. Les mondanités, les balles, la pêche au bon parti, ça n'est vraiment pas son truc. À 23 ans, il aspire à la vie de soldat, de garnison, de sueur et de bataille. De plus, il voit partir pour des contrées lointaines et exotiques, l'Inde, l'Afghanistan, l'Afrique du Sud, ses camarades de l'académie militaire, alors que lui reste au bord du quai. Résolu à partir, il fait jouer ses petites relations, notamment sa mère, l'impératrice de France, qui ira plaider directement sa cause auprès de la reine Victoria, sa consoeur, et figurez-vous, ça marche. Le voilà qui embarque le 24 février 1879 pour l'Afrique du Sud, où il arrive en grande pompe un mois plus tard, au son des tambours et trompettes, lui qui aurait préféré une arrivée plus discrète. Ne pouvant être intégré dans le rôle de l'armée britannique, il intègre l'état-major de Lord Chelmsford avec un statut d'observateur. On peut dire que pour le vieux Lord Général, déjà accablé par la défaite d'Isandlwana, le prince Eugène est un boulet. Alors un boulet impérial soit, mais un gros boulet quand même. Le 1er juin 1879, n'écoutant que son insouciance, il part en reconnaissance avec une escorte plus que réduite. Et c'est là que la loi de Murphy prend tout son sens. Pour les non-initiés, la loi de Murphy est la loi de l'emmerdement maximal. Quand on commence à chasser du popotin dans un virage, c'est toujours très compliqué de redresser. Donc, en ce 1er juin 1879, par une belle journée d'automne austral, le prince part en reconnaissance en tête de colonne avec 6 soldats anglais au lieu des 12 prévus. Ces 2 chevaux ne se sont pas acclimatés à l'Afrique et sont morts.
Il monte donc un canasson de troisième main qu'on lui a prêté, un grand hongre peureux au caractère ombrageux. Il l'équipe de la vieille selle que son père, l'empereur Napoléon III, avait à la bataille de Sedan 10 ans plus tôt. Il porte sur lui la vieille épée ébréchée ayant appartenu à son aïeul Napoléon Ier, épée tout juste bonne à trancher un gâteau d'anniversaire. Selon certains témoignages, il ne porterait pas sur lui son pistolet d'ordonnance qu'il aurait laissé accrocher au pommeau de sa selle. 6 cavaliers supplémentaires, des Bazoutos, soldats locaux rompus à la guerre contre les Zoulous, auraient dû lui servir d'escorte, mais ils sont restés au campement, faute d'avoir eu l'info. Le capitaine chargé de la reconnaissance, n'ayant également pas d'ordre formel, est parti de son côté. La responsabilité de la mission revient donc au nouvellement promu capitaine Carré, tout juste arrivé des Indes, bref, un bleu-bête. Par 2 fois, des officiers croisés sur leur route constatent que la reconnaissance n'est pas équipée de fusils, mais ils ne disent rien, de peur de froisser le prince. Une telle accumulation d'incompétence et d'amateurisme ne pouvait hélas laisser présager que le pire. Quand le groupe est surpris lors d'une pause dans un village inhabité ou Kral en Zoulou, le cheval du prince prend peur et traîne son Altesse impériale sur plus de 200 mètres au fond d'un ravin. La sangle de sa selle casse et Louis-Napoléon se retrouve à affronter un fort parti d'une vingtaine de Zoulous uniquement armés de son épée ébréchée. Il meurt donc héroïquement les armes à la main, tandis que les soldats britanniques qui l'accompagnaient, eux, s'enfuient à bride abattue. Tout cela n'a pas pris plus de 2 minutes. Cette histoire aura 3 conséquences. La chute du gouvernement du Premier ministre britannique Disraeli, la disgrâce définitive du Lord général Chelmsford, à qui plus aucun commandement ne sera proposé, et la fin des espoirs de Stéphane Bern, qui rêvait de mettre sur le trône un Napoléon IV. Non, remarquez, il était peut-être pas né. Étonnant, non? La besaille. Bonjour la besaille. Alors, merde. Vous étiez là. Hop. Commençons tout d'abord par le film lui-même. C'est un classique qui me demande. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Commençons tout d'abord par le film lui-même. C'est un classique qui ne démode. Parlons d'abord du réalisateur. Pour finir, Nigel Green, qui interprète l'impossible. Tout d'accord. Non, laisse. En juillet 1979 sort donc l'album... papa, laisse. C'est trop loin. Je ne vois rien. C'est beaucoup trop loin. Tu veux pas agrandir la police quitte à ce qu'on va faire? Non, mais je peux pas, après c'est plus calé. Mes pages, elles sont plus calées. Allez, on y va. Et tu les fais sous Word? Oui, ça je m'en doute. Mais après, il faut les mettre sur PDF. Oui, mais pour qu'elles passent là. t'agrandis la police sous Word et puis ton PDF comme ça. Oui, sauf qu'après, mon texte, il est plus calé page par page, puisque moi, je lis pas mort en 1980. Brian Johnson a su reprendre le flambeau. Ça y est. Ah, mais de toute façon, j'en enchaîne toujours 3. Quand je me trompe. Oui. À droite pour moi, à gauche pour toi. Attends. Voilà. Ok. Est-ce que du coup, toi, Bon, je mets ma petite lumière, c'est bon. Hop. Voilà, tu rentres avec lui dans le truc, puisque c'est censé être fermé. Vas-y. Ouais, t'as. Prends. Allez, viens. Tu entrouvres la porte de 15-20 cm. Oui. Et tu le lâches. Tu me dis quand je peux y aller, j'attends 3 secondes. Ouais, vas-y. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà pour l'intrigue. Oh là là. Mon doudou, t'es avec moi ou tu l'es pas? Oui. J'essaye. Bah si tu l'es pas, tu le dis. Et on fera ça demain. Mais il faut que tu me dises si tu l'es ou tu l'es pas. Oui. Oh. Henry Gibson. Encore une... Oh là là, ça commence à être loin, c'est ça le problème. Bah oui. Oui. Une barbare nympho dans l'enfer des dinosaures en 1990. Cabinal le... C'est tellement con. Les titres sont tellement cons. Ça va être dur. Donc je me remets au milieu. Non, ça va. Oui, tu te remets au milieu. Oui. Oui. Ah, ça va être compliqué d'aller au bout. Il y en a 7 comme ça. En faisant abstraction... Ah, je me suis trompé.
Alors je dois y aller car après avoir vu le film, ma femme... On y était presque, je Allez, vais on m'en reprend. goûter. Pip, 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 pip. Et de toute façon, je l'ai senti à la fin de l'autre. Et critique acerbe de l'apartheid. T'es au milieu. Ah merde. Tu me décales? Voilà. J'espère que cet intermède loufoque vous a plu. Et qu'entends-je? Qu'est-ce qu'on neige? Space, the final frontier. L'appel des galaxies lointaines? To boldly go where no man has These gone are the before. voyages of the starship. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour un classique de la science-fiction, Star Trek, de Robert Wise, sorti en 1979. Je vais m'éclater, et vous aussi, parce que même fan, je vais tailler des costards et pas qu'un peu. Bonne semaine à toutes et à tous, prenez soin de vous, paix et prospérité, et bon cinéma bis.